Parmi les machines de guerre dont le nom est devenu célèbre, peu sont entourés d'une aura de peur, d'un respect et d'une réputation bien supérieure à leur nombre opérationnel. Peu d'armes de guerre sont arrivées au niveau du Panzerkampfwagen 6, le char Tigre. Introduit en service actif en 1942, le Tigre a immédiatement projeté l'aura d'une force blindée invincible. La conception des chars britanniques stagnait depuis l'entre-deux-guerres. Ils étaient adaptés aux tactiques des conflits précédents, la plupart du temps suivant l'ancienne doctrine qui divisait l'emploi des chars de combat en deux catégories, les uns lourdement blindés et lents pour appuyer l'infanterie débarquée, et les autres légers et rapides, favorisant la reconnaissance blindée. Dans les deux cas, l'armement utilisé était de petit calibre et la motorisation poussive n'est pas toujours fiable. Monter un canon de gros calibre sur un châssis robuste tout en ayant un moteur puissant, le tout protégé d'un épais blindage, représentait un challenge hors de portée pour une armée manquant de finances et qui n'était pas préparée à changer sa manière de penser. Contrairement à l'armée britannique, l'armée allemande émergente sous la direction d'Adolf Hitler et de ses généraux allait appliquer un nouveau concept de guerre légère, le Blitzkrieg. Basé sur de nouvelles technologies, l'Allemagne planifiait une offensive rapide, repoussant encore et encore les limites techniques des fabricants d'armes. De meilleurs chars dotés d'un meilleur blindage et armés des canons de plus gros calibre allaient bientôt faire leur preuve dans une manœuvre plus audacieuse et plus complexe à travers la Pologne, la Belgique, la France et contre les forces britanniques lors du début de la guerre. Miraculeusement, les Panzers allaient stopper leur avance juste avant Dunkerque, permettant aux Alliés de s'échapper par la Manche en laissant derrière eux véhicules blindés et de soutien. Après le succès du Blitzkrieg initial en France puis en Afrique du Nord, l'avantage des forces de l'Axe sur les Alliés s'amenuisa progressivement. Les équipages britanniques de Crusader et de Valentine étaient habitués à être dangereusement près des panzers adverses, souvent derrière un barrage d'artillerie ou un écran de fumigène, pour laisser une chance à leurs faibles canons de 2 livres de percer les Panzers 3 et 4. Ces tactiques nécessairement risquées se soldèrent par de lourdes pertes humaines et matérielles pour les Britanniques, pertes qu'ils pouvaient difficilement se permettre et remplacer. Ces cruelles leçons ne furent pas ignorées par les Britanniques, mais il manquait encore d'une industrie capable de leur fournir des chars modernes en nombre suffisant. De l'autre côté de l'Atlantique, l'US Army, presque léthargique, commença à se relever et à prendre conscience. Elle reconnut l'importance du rôle du char dans la guerre moderne et la nécessité de produire un engin facilement, rapidement et relativement bon marché. En 1942, l'avènement de la loi Pré-Baille, l'arrivée du Sherman sur le front européen, allait rétablir l'équilibre sur les champs de bataille. Initialement utilisé en Afrique du Nord par les Britanniques, le Sherman allait faire ses preuves lors de plusieurs combats.
Avec de plus gros canons et de meilleurs chars, les Alliés commencèrent à se sentir plus en confiance pour affronter les Allemands. L'apparition d'un nouveau char allemand, d'abord sur le front russe en 1942, puis en Afrique du Nord, fit voler en éclats cette confiance. Voici le char Tigre 1. Machine de guerre de 56 tonnes, lourdement blindée, et construite autour de son fantastique canon de 88 mm. Aucun autre char de la Seconde Guerre mondiale ne gagna une aussi terrifiante réputation. La portée et la précision de son canon, alliée à la formidable efficacité de son blindage, en fit une légende aux yeux de ses adversaires. La peur du char se répandit à nouveau parmi toutes les troupes alliées engagées en première ligne. La conception du Tigre débuta en 1937, 2 ans avant le début de la guerre. Deux entreprises allemandes, Porsche et Henschel, reçurent un appel d'offres pour développer un char de combat supérieur en tout point à ses adversaires connus ou présumés, et qui puisse s'intégrer aisément dans une armée allemande de plus en plus puissante. Hitler et son état-major choisirent le moteur Henschel, le Führer ayant été séduit par la taille et la puissance du prototype présenté à la démonstration. Un beau symbole de puissance du Troisième Reich. La production commença presque aussitôt, seuls quelques éléments étant sous-traités à Krups et envoyés à l'usine de production à Henschel. Les chaînes de montage adoptèrent un rythme de production élevé de 140 machines mois et firent preuve d'ingéniosité avec des méthodes de production novatrices et une incroyable précision en matière d'ingénierie lourde. Environ 80 des modèles Porsche refusés furent convertis en canons anti-chars automoteurs, baptisés Ferdinand puis Éléphant, et utilisés d'abord sur le front russe puis en Italie. D'autres variantes basées sur le châssis du Tigre furent produites en très petite quantité, tel le lourd Sturm Tiger vu ici lors de son unique action significative contre les Polonais désespérés du soulèvement de Varsovie. Les Allemands ont systématiquement bombardé la ville. On voit clairement ici l'énorme obus de 344 kg sortir du canon. Il en coûtait plus d'1 million de Reichsmark et plus de 3,5 millions d'heures de travail pour construire chaque Tigre. Le niveau de qualité était tel que le processus de fabrication ne pouvait être ni accéléré ni simplifié. Soudure, joints, roues, anneaux de tourelle et toutes les pièces principales demandaient des compétences et de l'expérience pour être sûr qu'elles seraient assemblées correctement. Cette rigueur et cette précision ont contribué à la réputation du Tigre à faire face aux conditions extrêmes, mais ont également compliqué la maintenance de celui-ci au combat. Malgré son équipage de 5 hommes, son énorme canon et son épais blindage, les seules réelles innovations furent les roues imbriquées montées sur une suspension à barre de torsion. Destinées à améliorer les performances tout-terrain de l'engin
et à supporter son poids élevé sur ses larges chenilles, ces caractéristiques allaient se révéler difficiles à atteindre dans les années qui suivirent. Les chars sortant des chaînes de production n'avaient pas d'équivalent dans les armées alliées. Son armement principal était le même que le canon anti-aérien de 88 mm. Développé à l'origine pour tirer la munition explosive destinée à détruire les appareils ennemis en altitude, il fut par la suite transformé en une arme anti-char très efficace et redoutée. Le recul considérable de cette pièce fut maîtrisé par une excellente conception et fabrication de l'engin, ce qui avait donné du fil à retordre aux ingénieurs alliés par le passé. La taille du canon exigeait une tourelle imposante pour l'accueillir. Celle-ci pesant plus de 14 tonnes, il fallait un support conséquent pour lui permettre de tourner correctement. La très haute vitesse initiale de cette munition, plus de 800 mètres par seconde, lui donnait une énergie cinétique incroyable et une trajectoire très rapide, facilitant la visée et le tir. Les projectiles de ce calibre étaient capables de percer le blindage de la plupart des engins de cette époque, qui étaient en général de 5 à 7 cm d'épaisseur, à des distances de 2700 mètres. Un obus mettait environ 4 secondes à atteindre sa cible. Si vous repériez le départ du coup d'un tigre à 2,5 km de distance, vous aviez moins de 4 secondes pour réagir. La pénétration de la caisse d'un engin allié par un obus de 88 mm avait des effets catastrophiques. Avec de la chance, l'obus pouvait passer entre les membres d'équipage et ressortir sans avoir touché de partie mécanique vitale. Sinon, le projectile de 7 kg chauffé au rouge et lancé à une vitesse supersonique ricochait à l'intérieur de la cabine, tuant ses occupants et faisant exploser les munitions. Quand un char était touché, le moteur explosait littéralement, tuant l'équipage à moins que celui-ci n'ait réussi à s'extraire rapidement par les petites trappes d'évacuation. Le canon 75 mm monté sur le Sherman était adapté à la plupart des engins blindés qu'il devait affronter, mais il fallait qu'il s'approche à moins de 750 mètres pour espérer percer la partie la plus fine du blindage arrière ou des flancs du Tigre. Les 15 cm du blindage frontal du Tigre nécessitaient quasiment un tir à bout portant des canons de 75 mm alliés. L'apparente invincibilité du Tigre et la protection offerte par son blindage faisaient la fierté de ses équipages et leur donnaient une grande confiance dans leur machine. En plus de l'arrivée de l'hiver sur les steppes de Russie, une nouvelle menace sortie des usines de l'Oural remit en question l'avancée allemande, voire même sa survie sur le front de l'Est, le char russe T-34. Ce char très bien conçu et produit en nombre allait poser problème à l'armée allemande, victorieuse jusqu'alors. Avec son blindage en acier trempé révolutionnaire, son canon de 76 mm et ses larges chenilles, il pouvait combattre et manœuvrer efficacement, même en terrain difficile. Il était disponible en très grand nombre. Il est probable que c'est l'hiver russe qui stoppa l'armée allemande aux portes de Moscou, mais c'est le T-34 qui l'a fait reculer. Le Tigre fut envoyé en urgence sur le front russe
pour faire face à cette nouvelle menace. Le T-34 était un char moderne, mais il n'égalait pas le canon de 88 du Tigre. Et comme le Sherman américain, il devait s'approcher à une distance suicidaire pour pouvoir percer son blindage. La conception simplifiée des chars russes a cependant permis d'en produire de très grandes quantités et a donné à l'armée russe la possibilité de submerger les troupes allemandes. Le niveau de protection et la résistance du Tigre furent démontrés lors d'un engagement sur le front russe, sur un point bien défendu et tenu par des chars T-34 et plusieurs canons anti-chars. Le combat dura 6 heures. Le Tigre fut touché 2 fois par des obus de 45 mm qui détruisirent le périscope du chef de bord, rendant celui-ci aveugle à ce qui se passait. Les pots fumigènes s'allumèrent tout seuls et la fumée entra dans le compartiment sans que l'équipage ne puisse faire fonctionner l'aération. Progressant toujours plus près de leur objectif, les tirs se firent plus intenses et une cacophonie assourdissante de bruits d'impact et d'explosions, de même que des nuages de fumée et d'éclairs régnaient autour de la tourelle. Un obus de 76 mm tiré presque à bout portant toucha le canon, brisant le masque et bloquant la culasse en arrière. Un projectile semblable pénétra le bloc moteur, allumant un feu qui fut vite éteint. Même une lourde charge explosive placée sur le toit par l'infanterie ennemie ne réussit pas à percer le blindage, ne provoquant qu'une grosse détonation et beaucoup de chaleur. Heures plus tard, ayant accompli sa mission, le Tigre réussit encore à parcourir 60 km par ses propres moyens jusqu'à son nouvel objectif où les dégâts furent constatés. Il y avait 227 impacts de fusils anti-chars, 14 impacts de canons anti-chars de 57 mm et 11 coups de canon anti-chars de 76 mm. La preuve évidente que le Tigre pouvait encaisser à peu près tout ce que les Alliés pouvaient lui envoyer. Les Tigres quittaient l'usine peints d'un certain nombre de couleurs de base. Leur camouflage respectif était réalisé par les unités sur le terrain afin que leur chef puisse les adapter au plus près de leur environnement. La peinture était choisie dans une gamme fournie par le ministère de la Guerre allemand et appliquée en unité selon le terrain d'engagement. Les schémas de camouflage étaient choisis parmi un ensemble varié issu des précédents combats victorieux. Par exemple, lors de leur première action près de Leningrad en août 1942, le 502e bataillon avait peint ses Tigres en gris sombre. En janvier 1943, son jumeau, le 503e bataillon, avait repeint ses chars en blanc pour les confondre avec la neige à mesure qu'ils avançaient vers Rostov. Comme on peut le voir sur ce cliché de la tourelle d'un des premiers Tigres. La culasse du canon de 88 mm prenait beaucoup de place à l'intérieur du char. L'amortisseur de recul est visible ici,
de même que le système de visée du tireur et la trappe d'évacuation. Pour protéger le chef de char de l'éblouissement, un écran était installé à sa droite et à sa gauche se trouvait un volant de contrôle de la rotation de la tourelle, duplication de celui du tireur pour aider au pointage du canon. Les équipages de Tigre collaboraient étroitement au combat. Sous les ordres d'un chef aguerri, assis dans sa tourelle ventilée, avec à ses pieds le tireur, qui bénéficiait de l'excellente vision de sa coupole pour rechercher des cibles et relayer les instructions via l'interphone, même si une tape appropriée sur l'épaule du tireur pouvait remplacer celle-ci. Les manuels d'instruction du char Tigre rappelaient quelques principes de base pour l'équipage. Le blindage frontal est virtuellement indestructible par les chars ennemis situés à plus de 800 mètres. La protection peut encore être améliorée en inclinant la position du char quand il se trouve en face d'un canon ennemi. Tourner le char de 8 à 10 degrés équivaut à une augmentation de 3 cm du blindage. Cela signifie que l'ennemi doit se rapprocher encore plus. Et plus il se rapproche, plus il est facile à détruire. Utilisez la méthode dite de l'heure des repas pour avoir la meilleure protection possible. Signifie que le char doit toujours présenter son angle le plus protégé à l'ennemi. Ce diagramme provenant d'un manuel de combat montre les points les plus résistants du Tigre et où les coups de l'ennemi sont susceptibles d'arriver sous l'angle le plus direct. Lorsqu'il faisait face à plus d'un adversaire à la fois, utiliser la méthode de l'heure des repas face au premier permettait aux équipages de Tigre d'engager et de détruire les autres chars ennemis avant de simplement réorienter la tourelle pour finalement détruire ce premier char. Ce travail sur les distances et la méthode de la feuille de trèfle signifie que les chefs de char pouvaient calculer la distance à laquelle ils pouvaient laisser l'ennemi s'approcher depuis différentes directions. Pour améliorer l'efficacité de l'armement principal, celui-ci était doté d'une excellente optique de visée et d'un système très simple permettant de déterminer la distance avec précision jusqu'à environ 2700 mètres. La précision et l'énergie à l'impact du canon de 88 étaient prises en compte dans les tactiques des unités de Panzer. Les chefs de char avaient des instructions très strictes sur la manière de diriger efficacement leur engin. L'un des points principaux stipulait de ne pas faire feu en roulant pour conserver le maximum de précision et maximiser l'effet du canon de 88. Au début de la guerre, alors que le Tigre était encore en développement, des tactiques de combat variées furent étudiées. Elles fonctionnèrent bien en conditions idéales et avec un nombre suffisant de chars. Mais à mesure que la guerre évoluait, les conditions d'engagement, la disponibilité et les pénuries ont inspiré une approche plus pragmatique. Lors de leurs premiers engagements, l'organisation type des 501e et 503e bataillons était de 4 pelotons, Zug en allemand, comprenant chacun 2 Tigres et 2 Panzer III, accompagnés d'un peloton supplémentaire avec 1 Tigre et 2 Panzer III. Ces formations de Tigres furent une mauvaise surprise pour les Russes à Leningrad en 1942. Plus tard en Afrique du Nord, les Alliés durent repenser leur tactique pour faire face à l'armée allemande.
Les chars envoyés pour renforcer Rommel lors de la campagne de Tunisie en mars 1943 étaient peints en sable Afrika Korps ou jaune sable.